Quel monde d'après nous voulons dessiner? Quels sont les outils monétaires et budgétaires, les outils économiques dont nous devons dès maintenant nous doter pour pouvoir construire un modèle de développement différent? C'est la question à laquelle nos invités Guillaume Duval d'Alternative économique et Gabriel Siri, qui est économiste et porte-parole du PS, à laquelle ils vont répondre aujourd'hui. Donc, pour un petit rappel sur les règles du débat, on va avoir des prises de parole des invités dans un premier temps, une co-animation de la Fédération de Paris et de la Fédération des Français de l'étranger, et enfin une partie débat où vous pouvez déjà maintenant et pendant le débat poser vos questions en ligne dans l'outil de webinaire, et celles-ci seront lues à haute voix par les deux animateurs afin de pouvoir ensuite avoir des réponses de la part de nos intervenants. Donc, nous allons d'abord avoir une intervention de Guillaume Duval sur l'ampleur de la crise au niveau national. Dans un second temps, Gabriel nous parlera au niveau de l'Union européenne des outils de la crise et des réponses à donner au niveau européen. Et on abordera dans un troisième temps, de manière conjointe, de la part de Guillaume et Gabriel, donc la question du monde d'après que nous voulons construire dans l'après-crise, à la fois dans la gestion de la crise et puis dans ce qu'on a envie de construire pour l'avenir. Je laisse la parole à Abir, qui est co-animateur pour la Fédération de Paris. Ouais, merci beaucoup Cécilia pour cette introduction. Donc, comme l'a rappelé, cette conférence est co-organisée par la Fédération PS de Paris, qui, comme vous le savez, a pris l'initiative d'organiser des conférences numériques pour continuer à animer le débat politique et être force de proposition et de discussion politique pendant cette période de confinement assez difficile, pour laquelle on a lancé ce cycle de conférences des universités du confinement. Et nous avons le plaisir d'organiser aujourd'hui cette conférence sur l'économie d'après et comment réfléchir à des sorties de crise politique avec nos deux intervenants, Guillaume Dival et Gabriel Siri. Donc, c'est des cycles qui vont se poursuivre après ce premier qui se terminera aujourd'hui avec cette conférence. On en aura encore d'autres après. Donc, c'est un plaisir d'entendre nos invités, d'échanger sur la réflexion qu'on peut avoir en tant que parti politique sur l'économie durant cette crise et comment en sortir à l'avenir, parce que ça va aussi être l'un des enjeux aujourd'hui. Et donc, voilà pour faire court. Et sans plus tarder, on laisse la parole à Cécilia pour engager pleinement ce débat avec nos intervenants. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Guillaume pour nous parler de l'ampleur de la crise. Guillaume Duval, je te laisse la parole. Oui, bonjour et tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir et intérêt qu'on se soumettait dans la vraie vie à ce genre d'exercice, mais c'est la même chose en visioconférence, en particulier vis-à-vis des socialistes dont on espère pouvoir les compter parmi les lecteurs, les abonnés d'Alternative économique. Donc, sur cette crise, vous en avez certainement déjà beaucoup entendu parler, mais ce qu'il faut bien comprendre, mais je pense que c'est le cas déjà pour la plupart d'entre vous, c'est que elle est d'une violence inouïe, d'une violence beaucoup plus importante encore que celle de 2008, qui était elle-même déjà la crise la plus importante de tout l'après-guerre. Donc, c'est pas la même chose à l'origine, puisque c'est la volonté des pouvoirs publics de bloquer une maladie qui a bloqué l'activité économique. Mais du coup, ça l'a bloqué de manière beaucoup plus violente et radicale qu'en 2008. Donc, on estime aujourd'hui que l'activité a baissé d'un tiers, en gros, pendant le confinement. Donc, la moitié d'un tiers, enfin la moitié d'un mois en mars et tout le mois d'avril. Une activité qui baisse d'un tiers pendant le confinement, ça veut dire 2,5 points de PIB en moins par mois de confinement. Donc 2 mois de confinement, c'est 5 points de PIB en moins. Donc vous avez vu peut-être déjà que l'INSEE estime que le PIB a déjà baissé de 6 points au premier trimestre 2020. Il est possible, malheureusement, c'est ce que vient de dire en particulier Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, que l'activité baisse de plus de 10 points
10 points de PIB cette année en Europe. Hein. Donc la récession de 2008-2009, c'était 4 points de PIB en comparaison. Donc c'est beaucoup plus important, beaucoup plus rapide aussi. Hein, donc c'est en l'espace de quelques jours que cette perte d'activité s'est faite. Alors pour l'instant, face à ce choc extrêmement brutal, donc les États et l'État français en particulier ont pris 3 types de mesures. Ils ont pris des mesures qui consistent à dépenser de l'argent maintenant. La principale dépense qui est faite aujourd'hui, c'est de soutenir le chômage partiel, donc qui a été rebaptisé activité partielle. Donc c'est une dépense qui devrait coûter sur l'année 24 milliards d'euros, c'est en tout cas ce qui est estimé aujourd'hui. Donc vous savez sans doute que vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y a aujourd'hui 11 millions de salariés qui sont concernés par des demandes de chômage partiel. 11 millions de salariés, c'est presque la moitié des salariés. Il y a en France 25 millions de salariés en tout. Il y en a 19 dans le secteur privé, dans la mesure où le chômage partiel ne concerne que le secteur privé. Donc, il y a une majorité des salariés du secteur privé qui sont aujourd'hui concernés par des demandes de chômage partiel. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il y a la majorité des salariés du secteur privé qui sont en chômage partiel. Sont aujourd'hui en chômage partiel complet. En gros, le quart des salariés du secteur privé. Donc, il y a un certain nombre d'autres gens, en particulier pour garde d'enfants, qui sont en chômage partiel. Il y a 25% des salariés qui sont au chômage partiel, 25% qui télétravaillent et 25% qui sont présents sur site. Le reste, ce sont les gens qui sont en congé, souvent forcés par leur employeur, en congé maladie aussi, ou en droit de retrait. Hein. Donc, ces proportions sont évidemment très différentes selon les secteurs. Hein. Donc, il y a des secteurs où il y a beaucoup de télétravail et très peu de chômage partiel, comme les banques en particulier, les médias aussi, c'est le cas de ce secteur. Et il y a d'autres secteurs où il y a énormément de chômage partiel. C'est le cas en particulier du bâtiment pour l'instant, et du commerce évidemment, et de l'hôtellerie et de la restauration évidemment. Donc c'est des situations très différenciées, mais c'est la principale dépense qu'a fait l'État. Il a beaucoup traîné en particulier à dépenser de l'argent supplémentaire pour les très pauvres. Hein. Donc il y a quelques mesures qui ont été prises ces dernières semaines, mais ça n'a pas été une priorité immédiate. Il y a aussi de l'argent qui est dépensé pour aider les indépendants en difficulté, même s'il a, semble-t-il, un peu de mal à arriver à bon port. Donc ça, c'est la première catégorie de dépenses. Il y en a, ça devrait faire une centaine de milliards d'euros sur l'année. La deuxième catégorie de dépenses, qui ne sont pas vraiment des dépenses, ce sont des prêts, des avances, et qui consistent surtout dans le retard de paiement qui a été autorisé sur les impôts et les cotisations sociales dues par les entreprises. Hein. Donc aujourd'hui, les principales victimes de la crise, ce sont plutôt les entreprises. La plupart des ménages ont vu leur salaire maintenu par leur entreprise ou par le biais du chômage partiel. Par contre, beaucoup d'entreprises ont perdu une partie significative, voire l'essentiel de leur chiffre d'affaires et souffrent beaucoup de tout ça. Donc, une deuxième centaine de milliards d'euros est destinée aujourd'hui à des prêts, des avances aux entreprises sur la trésorerie en particulier, pour faire face à leurs problèmes d'aujourd'hui. C'est une des grosses interrogations pour l'avenir, c'est-à-dire que la plupart des entreprises, même si ça repart, ne réussiront pas à rembourser ultérieurement ces avances, ces crédits qui leur sont faits aujourd'hui. Il faudra à un moment ou à un autre les annuler, auquel cas ça deviendrait à nouveau des dépenses publiques et des dettes publiques. Hein. Enfin, dernière catégorie de mesures qui ont été prises, ce sont des garanties de l'État. Donc là, il ne s'agit pas de prêts ni d'argent dépensé, mais l'État a garanti pour 300 milliards d'euros les crédits accordés aux entreprises. Donc ça, là aussi, ça peut devenir des vraies dépenses si les entreprises font faillite, si les banques font appel à ces garanties.
parce que les entreprises ne remboursent plus. Et donc voilà l'ensemble des mesures qui ont été prises. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans nos pays, avec des systèmes sociaux assez développés, parce que même s'ils ont été attaqués ces dernières années, ils restaient assez développés. La situation n'est pas dramatique pour la plupart des ménages. Elle s'est dégradée par contre pour les ménages pauvres, les indépendants, les gens qui travaillaient au noir évidemment. Les ménages pauvres en particulier doivent dépenser plus parce qu'il n'y a plus de cantine dans les écoles, ils doivent dépenser plus d'énergie chez eux, etc., etc. Donc ceux-là ont beaucoup souffert et le gouvernement n'avait pas prévu grand-chose. Mais sinon, la principale question qui se pose dans cette crise, c'est la situation des entreprises. Mais derrière la situation des entreprises, mais Gabriel y reviendra sans doute, il y a éventuellement celle du secteur financier si les entreprises devaient être en grande difficulté par la suite. Concernant la suite des opérations, donc c'est une des grosses inconnues, hein, donc on ne sait pas bien comment ça va tourner. Ce qui paraît le plus probable aujourd'hui, à la fois du fait que le déconfinement est progressif et du fait que beaucoup d'activités ne reprendront pas et que les chaînes d'approvisionnement sont souvent désorganisées du fait de ce qui se passe dans les autres pays, etc. Il apparaît peu probable que la reprise soit très vigoureuse. Donc c'est ce qui justifie en particulier l'hypothèse émise par Christine Lagarde d'une baisse de 10 points de PIB de l'activité économique cette année. C'est en gros 10 points de PIB avec 10 points de déficit public. Donc 10 points de PIB de baisse et 10 points de déficit public en plus, ça veut dire en gros 20 points de dette publique en plus. Donc ça veut dire que la France risque très probablement de passer de 100% de dette publique à la fin de l'année dernière à 120% à la fin de cette année, ce qui risque effectivement de beaucoup marquer la suite et en particulier d'induire l'idée qu'il faudrait faire des politiques d'austérité très fortes par la suite, mais on y reviendra. Je m'arrête là pour ce premier temps. Gabriel, est-ce que tu veux réagir et parler de l'échelle européenne? Bonjour à toutes et à tous, très heureuse aussi d'avoir l'occasion de débattre avec vous aujourd'hui et en particulier auprès de mes deux fédérations de cœur, donc la Fédération de Paris et la FFE. Donc je vais effectivement parler un petit peu de ce qui se passe au niveau européen. Comme le disait Guillaume, il y a donc un risque pour beaucoup d'entreprises et des entreprises du secteur financier d'avoir leurs difficultés accrues donc dans les prochaines semaines, les prochains mois, et c'est une période extrêmement difficile qui a suscité une réaction très rapide de la Banque centrale européenne, ou relativement rapide, plus rapide en tout cas qu'en 2012. Puisque donc, la politique monétaire de la Banque centrale européenne a été activée assez tôt avec un programme qui s'appelle le PEP et qui vise à racheter donc, sur les marchés financiers des titres d'entreprise et de la dette d'État. Donc, pourquoi racheter des titres d'entreprise? Pour qu'elles puissent continuer à se financer et aussi pour que les taux de financement, donc le coût du financement pour ces entreprises n'augmente pas trop, parce que donc, aux difficultés liées à l'arrêt de l'économie pourrait s'ajouter une difficulté de financement et donc une hausse des coûts d'intérêt qui renforcerait encore les coûts pour ces entreprises. Et donc la BCE est intervenue en annonçant ce programme de quand même 750 milliards d'euros, donc une somme considérable. Rachat de titres d'entreprise, mais aussi rachat de dettes d'État, avec la même idée derrière, c'est éviter qu'on se retrouve dans la même situation que celle de 2011-2012, où certains États du sud de la zone euro, en particulier la Grèce, le Portugal, l'Espagne, ont vu les taux d'intérêt augmenter très fortement et se sont retrouvés presque en incapacité pour certains États d'emprunter sur les marchés. Et donc, l'intervention de la BCE vise exactement à empêcher ça. On a vu qu'en Italie, les taux avaient commencé à augmenter un petit peu. Donc, quand les taux augmentent, ça témoigne du fait que les investisseurs n'ont plus vraiment confiance dans la capacité d'un État à rembourser sa dette, ou en tout cas estiment que le risque lié à ces emprunts sont plus importants. Et donc, la politique de la BCE, qui a ouvert les vannes assez rapidement, vise à empêcher cela. Et donc,
il faut noter que hier, la BCE, donc avant-hier, Christine Lagarde s'est exprimée de nouveau avec des paroles qui se voulaient extrêmement rassurantes en disant que ce programme de 750 milliards d'euros pourrait durer jusqu'à après 2020 et que le montant pourrait en être augmenté. Donc la BCE se veut très très rassurante pour éviter l'inquiétude sur les marchés, mais aussi parce qu'il y a une inquiétude qui monte sur un autre plan qui est celui de la capacité des États à faire preuve de solidarité en matière budgétaire pour faire face à la crise. Parce qu'évidemment, en ce moment, les coûts pour les États sont extrêmement importants. Donc, Guillaume en a parlé. Il y a le coût évidemment du chômage partiel et puis il y a tous les coûts liés au système de soins. Et certains États sont plus affectés que d'autres, notamment l'Italie et l'Espagne. Et la question se pose de savoir si une solidarité européenne sera mise en place pour soutenir et les aider à financer ces dépenses. C'est la fameuse question des Corona Bonds. Je ne vais peut-être pas m'étendre dessus parce que je comprends que vous en avez déjà parlé avec la FFE. J'en dis quand même quelques mots, parce que c'est beaucoup dans l'actualité en ce moment. Donc l'idée des Corona Bonds, en fait on appelle ça Corona Bonds, mais ce sont des Eurobonds, ce qui était appelé Eurobonds donc, lors de la dernière crise, rebaptisé Corona Bonds à l'occasion de la crise sanitaire. L'idée c'est d'avoir un emprunt commun au niveau de plusieurs États de l'Union européenne, ce qui permet de bénéficier de coûts de financement de taux d'intérêt plus faibles. Donc en bref, si l'Italie voit ses taux d'intérêt sur sa dette publique augmenter parce que les investisseurs commencent à se demander si elle va être en capacité de rembourser ses prêts, le fait d'emprunter en commun avec l'Allemagne ou même avec la France permet de rassurer ses investisseurs et d'avoir des taux de financement qui restent relativement faibles. Il faut bien voir qu'on est dans une situation budgétaire qui était déjà très complexe avant la crise, avec des taux de dette publique très élevés dans certains États. Donc pour ceux que j'ai nommés, 180% de dette publique en Grèce, 180% du PIB. Au Portugal, c'est autour de 120%. Donc des taux de dette publique déjà très élevés qu'il faut vraiment tenter de maintenir à ces niveaux-là et qui n'augmentent pas trop fortement pour pas provoquer un espèce de cercle vicieux où les taux d'intérêt sur la dette augmentent. Donc, les États payent de plus en plus d'argent pour simplement rembourser les intérêts de leur dette. Ça vient s'ajouter au coût de leur dette publique et on a un espèce d'emballement comme ça qu'il faut absolument tenter d'éviter. Donc, pour le moment, les pays qu'on appelle du nord de la zone euro, donc Allemagne, Pays-Bas, mais aussi les pays baltes refusent ce type de financement en commun, avec un argument assez simple et basique et limité qui est qu'ils ne veulent pas payer pour les autres. On est vraiment, enfin, si vous avez suivi un petit peu les débats sur ce sujet, on est vraiment sur un espèce de mythe des cigales qui dépensent sans compter au sud, alors que les fourmis du nord auraient travaillé et auraient eu recours à des sacrifices pour pouvoir maintenir leurs finances publiques en bon ordre. Donc ça, c'est un petit peu le mythe qui se raconte dans ces États du nord qui, pour le moment, refusent de mettre en place des Corona Bonds. Pour autant, est-ce que ça veut dire que rien n'a été fait? Non, il y a eu des mesures d'urgence qui ont été prises avec l'activation de ce qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité. Le mécanisme européen de stabilité, c'est une institution qui a été mise en place à la suite de la dernière crise de la dette dans l'Union européenne en 2012. Et donc, cette institution permet des prêts d'urgence à des États qui seraient vraiment en très très forte difficulté pour rembourser leur dette publique. Et donc le problème de ce mécanisme européen de stabilité, c'est que les montants empruntés sont relativement limités à 2% du PIB d'un État donné. Et donc en Italie, les responsables italiens ont d'ores et déjà estimé que ce serait insuffisant. Mais surtout, ces prêts qui sont garantis conjointement par l'Union européenne sont conditionnés à la mise en place de mesures d'austérité.
Alors, grâce à l'action de certains pays et notamment la France et à la demande aussi de l'Italie, certains prêts ont été déconditionnés, c'est-à-dire que ces emprunts du mécanisme européen de stabilité, au bénéfice de l'Italie par exemple, si c'est pour financer des dépenses sanitaires, alors il n'y a pas de condition de mise en place de mesures d'austérité. Mais pour tout le reste, les mesures sociales, d'autres mesures économiques de soutien aux entreprises, toutes ces mesures-là devraient faire l'objet de mise en place de mesures d'austérité. Et donc le risque, c'est évidemment de retomber dans le cercle vicieux de ces dernières années où des mesures d'austérité drastiques ont ralenti la reprise dans ces états-là et donc ont diminué la capacité à lever des ressources fiscales sur les bénéfices des entreprises. Bref, ces mesures d'austérité ont complètement mis par terre l'économie de ces pays-là et les ont laissés dans une situation sociale dramatique. Et je pense qu'on doit avoir plusieurs personnes connectées qui sont donc du Portugal ou d'Espagne et qui ont bien vu l'impact de ces mesures-là sur l'économie du pays. Et dans plusieurs de ces États, le taux de chômage des jeunes est encore à 30% aujourd'hui. Bref, il faut absolument éviter un retour de l'austérité. Et aujourd'hui, la réponse budgétaire de l'Union européenne, du fait d'un manque de solidarité, n'est pas à la hauteur et n'est pas susceptible encore de permettre d'éviter une nouvelle crise de la dette. Donc, il y a eu cette mesure d'urgence quand même sur le mécanisme européen de stabilité. Il y a une autre mesure d'urgence qui est le programme sûr de la Commission européenne. C'est 100 milliards d'euros qui viennent aider les États à financer leurs mesures de chômage partiel. Mais encore une fois, c'est très insuffisant. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? On évite pour le moment une nouvelle crise de la dette grâce à l'action de la Banque centrale européenne qui a annoncé que son action pourrait être illimitée et qu'elle ferait tout pour sauver l'euro. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps la BCE va-t-elle continuer à racheter massivement ses titres de dette? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la Banque centrale européenne, c'est aussi une gouvernance tenue par les États membres. Et donc, au sein du Conseil des gouverneurs, les différents pays ont un droit de regard sur ce qui est fait par la Banque centrale européenne. Et on sait d'ores et déjà qu'il y a certaines réticences à continuer à financer indéfiniment donc les États et les entreprises dans l'Union européenne. Donc, je vais repasser la parole à Guillaume pour aborder donc cette question-là. Est-ce que ça va durer indéfiniment? Sinon, quelles sont les mesures à envisager pour absolument éviter une nouvelle crise de la dette et un prolongement de la crise économique? Et puis avec une question, bien sûr, qui est celle de savoir qui va payer. Parce que est-ce que les dettes vont être annulées? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle réflexion sur l'imposition des ménages les plus fortunés? C'est la proposition d'ISF européen qu'ont faite récemment Gabriel Zucman et Camille Landais. Bref, la question de savoir qui va payer pour cette crise, alors que, comme l'a dit Guillaume, de nombreuses familles sont en difficulté et d'abord les plus modestes d'entre elles se posent de manière prégnante. Oui, avant de rentrer dans le détail sur ces différentes possibilités, peut-être juste un mot plus général. Donc, on critique beaucoup l'attitude de l'Union face à la crise aujourd'hui. Donc, il y avait un papier dans Le Monde hier sur les somnambules de l'Europe et des choses comme ça. Ça me paraît très exagéré par rapport à ce qui s'est passé. Donc oui, sur le plan sanitaire, la réaction a été très désordonnée, absence de coordination en Europe et avec des conséquences très fâcheuses sur plein de domaines. Mais c'est vraiment un domaine sur lequel l'Union n'a aucune compétence jusque-là, n'a aucun pouvoir. Et j'espère qu'une des conséquences qu'on tirera de cette crise, c'est qu'il faut lui en donner. C'est que ce type de pandémie doit être vraiment traité, dirigé, répondu sur le plan sanitaire à l'échelle européenne et qu'il faudra en particulier aussi créer, je dirais, un corps de sécurité civile européen, c'est-à-dire d'être en mesure d'envoyer très rapidement dans des zones touchées par des pandémies ou par des catastrophes
des hommes et du matériel si c'est nécessaire, ce qu'on n'a pas été capable de faire cette fois manifestement en Italie ou en Espagne. Mais au-delà de ça, sur le plan économique, Gabriel l'a dit, on a plutôt réagi plus vite et plus fort avec des moyens limités parce que l'Union dispose de moyens limités. Hein, son budget, c'est 1% du PIB. Donc, la Commission a pris 37 milliards d'euros pour créer un fonds d'urgence en quelques jours sur les 169 milliards d'euros qu'elle gère. Donc, toutes les mesures décrit Gabriel sont déjà en place et c'est non négligeable. Alors c'est vrai qu'il manque les grosses mesures supplémentaires, celles qui nécessiteraient vraiment de sortir du cadre existant et de rajouter des choses nouvelles en Europe. C'est pas étonnant que ça manque pour l'instant pour une raison que Gabriel a déjà évoquée, c'est qu'en fait il n'y en a pas vraiment besoin. C'est-à-dire que les mesures très importantes qui ont été prises, en particulier par la BCE, ont pour l'instant réussi à calmer à peu près la spéculation, en particulier la spéculation contre les dettes italiennes, qui est le gros danger qui menace l'Union européenne, la zone euro pour l'avenir. Donc, dans la mesure où on n'est pas au bord du gouffre, on n'est pas au bord de la falaise, c'est vrai que c'est très difficile d'embarquer les Néerlandais et les Allemands dans des mesures nouvelles supplémentaires de grande ampleur, type Corona Bond ou Recovery Funds, tel qu'il est prévu aujourd'hui. Je pense que malheureusement, on va se rapprocher progressivement au cours des prochaines semaines, des prochains mois de cette falaise. Et ma conviction personnelle, en tout cas, c'est que au bord de la falaise, on arrivera sans trop de difficultés à embarquer au moins les Allemands et derrière donc les Néerlandais et les autres pour prendre des mesures exceptionnelles parce que je crois que c'est vraiment la conviction que les Allemands ont d'une part compris qu'ils avaient fait des grosses bêtises dans la crise de la zone euro dans la phase précédente, entre 2010 et 2015, dans la période Schäuble, qu'ils avaient amené l'Europe au bord de la catastrophe et beaucoup renforcé l'euroscepticisme. Et je crois qu'ils ont compris aussi que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, même s'ils ont une industrie solide, même s'ils exportent beaucoup, ils pèseront rien du tout seuls face à la Chine ou face à Trump si l'Europe ne survit pas et ne se renforce pas. Donc je pense que la situation dans laquelle on est provisoire sur ce plan-là et qu'on réussira à s'embêter ensemble, à émettre les obligations perpétuelles dont il est éventuellement question, donc des obligations qu'on n'aurait pas besoin de rembourser, qui rapporteraient des petits taux d'intérêt et qui permettraient, du fait qu'on n'a pas besoin de les rembourser, de donner de l'argent aux pays en difficulté. Hein. Si on prête de l'argent aux pays en difficulté, on les aide pas beaucoup. On peut abaisser le taux d'intérêt qu'ils doivent payer sur leur dette, mais on continue à leur rajouter de la dette supplémentaire et ça les aide pas beaucoup. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner de l'argent à l'Italie, comment est-ce qu'on fait pour donner de l'argent à l'Espagne. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui en Europe. Alors après, au niveau européen, il y a d'autres propositions qui sont dans le débat public et dont vous avez certainement entendu parler. Donc il y a la monnaie hélicoptère qui est défendue en particulier par Aurore Lalucq, donc députée européenne socialiste. Donc c'est quelque chose sur lequel moi je suis pas forcément fan, c'est-à-dire que ça consiste à ce que la Banque centrale, au lieu d'acheter des titres sur les marchés financiers, donne de l'argent directement aux ménages et aux entreprises. Alors donner de l'argent directement aux ménages, je pense pas que ce soit la priorité dans beaucoup de pays européens parce que pour l'instant les ménages, la majorité des ménages en France en tout cas, et c'est le cas aussi un peu partout ailleurs, ont plutôt trop d'épargne, trop d'argent de côté parce que ils ont maintenu, enfin leurs salaires ont été maintenus, leurs revenus ont été maintenus alors qu'ils ne dépensent pas beaucoup. Donc la priorité c'est pas de donner de l'argent à tous les ménages, la priorité c'est de donner de l'argent à certains ménages qui sont passés au travers des mailles du filet qui est en place. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est pas la BCE qui peut choisir de cibler de manière très précise pour donner de l'argent à un tel ou un tel et pas à un tel autre. C'est forcément par les États que ça passe.
Et c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a des problèmes pour les entreprises qui sont massifs, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vois pas bien comment la BCE pourrait donner de l'argent en direct aux entreprises, en fonction de quels critères, à quel niveau, etc. C'est forcément des choses qui nécessitent des dossiers, des choix un peu précis pour savoir combien on donne à qui, etc. Ça peut pas être une instance apolitique, entre guillemets, comme la BCE, qui prennent ça en direct. Donc effectivement, des instances comme la BEI, la Banque européenne d'investissement, ou la BPI en France devraient donner non seulement des prêts, mais éventuellement des dons, et les États devraient faire des abandons de créances aux entreprises. Mais ça, c'est forcément aussi au niveau plutôt national que ça se gère. Donc cette affaire de monnaie hélicoptère en tant que telle me paraît pas forcément une bonne solution dans notre contexte. Ce que ça soulève évidemment comme excellente question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'aide de la BCE ne passe pas directement par les marchés financiers, mais aille plus directement aux États et aux gens qui en ont vraiment besoin, et qu'elle ne serve pas à enrichir des spéculateurs. Ça, c'est une bonne réflexion, mais je vais y revenir tout de suite. La deuxième idée qui est très souvent dans le débat public aujourd'hui, c'est l'idée il n'y a qu'à annuler les dettes. C'est évidemment une idée, enfin si c'était facile, ça se saurait. Le problème des dettes, c'est que en général, une dette, c'est une créance détenue par un autre acteur économique, et que si on annule la dette tenue, enfin, que quelqu'un a contractée parce que la situation est insupportable pour lui, et c'est souvent effectivement nécessaire, on risque de rendre la situation du créancier difficile. On risque de l'amener à la faillite si c'est une entreprise, on risque de le mettre en difficulté si c'est une institution financière. Et si on fait ça de manière indifférenciée, on risque d'aggraver la situation de l'économie dans son ensemble, enfin, qui a un effet boule de neige sur tous ces acteurs si on fait ça. L'autre chose, c'est que quand on annule les dettes, on a en général une période assez difficile après parce que quand vous avez annulé la dette de quelqu'un, il a du mal à se réendetter derrière parce que les créanciers se disent il a déjà pas remboursé sa dette une fois, il pourrait continuer à le faire. Donc en général, on doit subir, après avoir annulé une dette, une austérité qui est plus forte souvent que celle qu'on subit aujourd'hui ou qu'on a subi ces dernières années en Europe. C'est le cas en particulier pour les États. Enfin, le problème, c'est que quand on discute d'annulation de dette, rien que le fait de discuter d'annulation de dette, ça peut suffire à faire monter les taux d'intérêt dans l'immédiat et donc à aggraver la situation des gens dans l'instant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2011, il y avait eu, au moment où on mettait en place le MES, le mécanisme européen de stabilité, dont Gabriel a parlé, le gouvernement allemand voulait absolument qu'on inscrive dans le traité MES que toutes les interventions du MES donneraient lieu à une restructuration de la dette des pays aidés, c'est-à-dire une annulation partielle des dettes. Le gouvernement français s'était battu contre à l'époque et il avait obtenu gain de cause pour la raison suivante, c'est que si on mettait ça dans le traité MES, ça risquait d'entraîner immédiatement une hausse des taux d'intérêt que subiraient la France et la plupart des autres pays européens sur leurs titres de dette parce que les investisseurs se diraient on va annuler la dette dans le futur, il faut que je prenne un intérêt supplémentaire pour me garantir contre ça. Hein. Donc les annulations de dette, c'est un truc qu'on peut faire, qu'on doit faire souvent, mais il vaut mieux le faire sans en avoir parlé. C'est-à-dire se réveiller un matin et dire ah ben non, finalement je ne rembourse pas ma dette, plutôt que d'en discuter pendant des mois et des années auparavant. Il y a quand même un acteur particulier, c'est dans le débat public aujourd'hui, dont on pourrait annuler la dette sans aucun inconvénient, la dette qu'il détient, les créances qu'il détient, c'est la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne est une banque très particulière qui n'a aucune contrainte d'équilibre financier. Donc elle détient aujourd'hui 40% du PIB de la zone euro de titres de créances sur les États et sur les entreprises. C'est à peu près 25% du PIB de la zone euro sur les États et 15% sur les entreprises. Si on annulait du jour au lendemain toute la dette que détient la BCE, il ne se passerait strictement rien dans l'économie européenne.
si les Européens conservaient confiance dans la BCE pour gérer leur monnaie et dans leur monnaie. Donc ça, c'est une solution qui serait peu coûteuse et relativement aisée à mettre en œuvre. Donc on pourrait annuler 25% de la dette publique de la France, enfin 25% du PIB de la France de dette publique, c'est-à-dire au lieu d'avoir eu l'an dernier 100%, on en aurait eu 75%, ou au lieu d'en avoir 120% à la fin de l'année, on en aurait 95%. Donc ça, c'est une proposition que font en particulier des gens comme Jésabel Coupé-Soubeyran en ce moment, en disant la BCE pourrait annuler une partie de sa dette en contrepartie du fait que les États investissent davantage dans la transition énergétique. Et ça, on va en parler par la suite. Donc ça, c'est une possibilité qui est sur la table. Vous avez peut-être entendu parler d'une autre possibilité qui est en fait la même, qui consiste à transformer les créances détenues par la BCE en une rente perpétuelle à taux d'intérêt nul. Donc ça a l'avantage de faire comme si cette dette n'était pas annulée, ce qui serait difficile à faire avaler aux Néerlandais, aux Allemands, etc. Mais en fait, si ça devient une dette perpétuelle, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de rembourser jamais, et si le taux d'intérêt qu'on doit servir dessus est nul, les effets pratiques sont les mêmes qu'une annulation de dette. Donc, ça permettrait éventuellement de contourner un certain nombre de difficultés à la fois politiques et juridiques si on procédait ainsi. Mais effectivement, la question de savoir comment est-ce qu'on réduit l'endettement des États, et en particulier des États les plus touchés, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la France, après cette crise, comment est-ce qu'on évite une nouvelle marche d'endettement supplémentaire, est une question centrale qu'il va falloir régler dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. On a une première question sur le mécanisme sûr, vous savez, d'assurance chômage européenne qui est financée par l'emprunt. Est-ce que c'est une forme d'eurobond si c'est financé par l'emprunt, puisqu'il semble que la Commission, garantie par les États, empruntera sur les marchés financiers pour financer ce mécanisme sûr? Oui, je peux répondre. Effectivement, c'est un mécanisme d'emprunt sur le budget européen et garanti conjointement. Moi, la différence est évidemment dans les montants qui peuvent être empruntés, parce que là, comme l'a dit Guillaume, on reste sur des montants quand même relativement limités. Mais oui, effectivement, c'est ce type de mécanisme qui permet d'emprunter sur les marchés à des taux pas trop élevés. Donc, ça pourrait être une espèce de prémisse d'eurobonds, même si, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi des prémices d'eurobonds dans le mécanisme européen de stabilité. La question maintenant serait de réussir à avoir des emprunts communs de montants suffisants et qui soient déconditionnés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas soumis derrière ni à une restructuration de la dette, ni à la mise en place de mesures d'austérité, et qui puissent que ça puisse être de la dette émise par les États en lieu et place de la dette nationale qu'ils émettent, pour éviter qu'on continue à faire augmenter leur niveau de dette publique. Mais oui, sur le mécanisme, ça s'en rapproche. Et j'en profite peut-être pour prendre une autre question que j'ai vue. Vous parlez d'investisseurs pour les États. Pouvez-vous nous dire qui sont ces investisseurs? En fait, quand un État veut se financer et émettre de la dette, il va sur les marchés financiers et il émet un certain montant de dette. Et c'est un peu comme une vente aux enchères. Il émet un certain montant de dette et un taux d'intérêt va résulter de la demande qu'il y a pour cette dette. Et cette demande-là, c'est la demande qui est formulée par les investisseurs. Donc, plus il y a de demandes et plus les taux d'intérêt vont pouvoir être bas, puisque, à l'inverse, plus le risque associé à cette dette est jugé élevé et moins les investisseurs vont être prêts à investir massivement de peur de ne pas récupérer leur argent. Et donc, qui sont ces investisseurs? Ça peut être, c'est beaucoup les institutions financières. Par exemple, les assureurs français détiennent énormément d'obligations d'État, des obligations d'entreprise aussi, mais des obligations d'État.
C'est en ce moment beaucoup la Banque Centrale Européenne qui rachète. Alors la Banque Centrale Européenne, elle rachète ces dettes d'État sur le marché secondaire, ce qu'on appelle le marché secondaire, donc c'est-à-dire pas au moment où elles sont émises par l'État, mais ensuite sur le marché sur lesquels elles sont échangées. Mais la BCE aujourd'hui détient beaucoup de dettes d'État. Elle en détient même tellement qu'à l'origine, il y a un plafond qu'elle s'était fixé de 33% de détention de dette d'un État. Elle ne pouvait pas détenir plus de 33% de la dette de tel ou tel État. Et là, ce plafond a sauté, donc elle peut acheter plus que 33% de la dette d'un État, donc c'est énorme. Et puis sinon, ça peut être des investisseurs particuliers, plus petits, mais c'est majoritairement ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, donc banques et assureurs. Merci beaucoup. Ça peut être le FMI aussi, par exemple. Ça peut être le FMI, ouais. Pour certains États en particulier, ouais. Qui détient une partie de la dette. Difficulté en réalité, puisque le FMI va intervenir quand des États ont des difficultés à se financer. Mais il y a un enjeu très particulier sur la détention de la dette publique, c'est quand elle est majoritairement détenue par des investisseurs étrangers, ça pose une question d'indépendance vis-à-vis de ta capacité de financement d'un État, et puis de risque aussi de fuite de capitaux. Dans le cas où la confiance dans cet État baisse. Donc c'est par exemple ce qui est en train de se passer pour des États du Sud. Je ne sais pas si Guillaume va vouloir en dire un mot, mais un des phénomènes qui est frappant lors de cette crise, c'est les retraits de capitaux très importants de certains États des pays du Sud, d'Amérique latine ou bien d'Asie, qui pourraient poser des grandes difficultés pour ces États-là. Peut-être Guillaume qui voulait ajouter un mot dessus. Sur la question, oui, de la détention de la dette publique, c'est aussi un des problèmes qui peut se poser sur la question de l'annulation des dettes. Hein. Si on annule les dettes des États ou une partie des dettes des États, ça veut dire en France que on ampute le patrimoine de 40% des Français qui détiennent de l'assurance vie, qui sont essentiellement investis en dette d'État. Hein. Donc oui, les patrimoines financiers sont en général beaucoup plus concentrés que les revenus. Enfin, les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus concentrées, beaucoup plus fortes que celles des revenus, mais ça touche quand même beaucoup de gens et c'est une des raisons pour lesquelles c'est pas toujours très populaire quand il faut passer à l'acte. Mais je voulais revenir surtout sur la question de l'assurance chômage, enfin du soutien à l'assurance chômage et au chômage partiel. D'une part, oui, ce sont 100 milliards d'euros d'eurobonds. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, des eurobonds, il y en a eu beaucoup d'émis depuis 50 ans déjà, très régulièrement. Ça ferait partie des outils que la Commission peut émettre. Alors, c'est pas des eurobonds au sens où ce sont des États qui émettent ensemble des titres. Ce sont des eurobonds émis par la Commission européenne. Mais oui, c'est tout à fait ça, et c'est très important que ça ait été accepté parce que ça veut dire que sur le principe, il n'y a pas eu de blocage. Cette affaire s'est faite sur la base d'un article du traité qui est très important, c'est l'article 123 du traité européen de fonctionnement de l'Union européenne, qui permet justement de prendre des mesures exceptionnelles dans une situation exceptionnelle qui aille au-delà de ce qui est permis d'habitude. Hein. Donc c'est sur la base de cet article du traité qu'on pourrait et qu'on devrait faire des choses d'ampleur dans cette affaire-là. Avec cette affaire de 100 milliards d'euros pour soutenir le chômage partiel, c'est déjà un pied dans cette porte qui est enfoncée avec l'accord des Allemands, avec l'accord des Néerlandais, etc. Hein. Donc c'est politiquement très utile et très important. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas du tout un premier pas vers une assurance chômage européenne. Hein. Donc ça fait longtemps qu'on discute de la question d'une assurance chômage européenne. Il y a une certaine maturité politique pour aller vers une assurance chômage européenne, mais c'est malheureusement pas de ça dont il s'agit dans les médias, puisqu'il s'agit de prêter de l'argent aux États, donc ça se rajoute à leur dette publique, pour les aider à faire face eux-mêmes au chômage partiel et aux dépenses de chômage partiel. Ce n'est pas de l'argent que dépense l'Union européenne pour couvrir une partie des dépenses de chômage des États.
Donc, ça peut sembler être là aussi un pied dans la porte. Malheureusement, c'est un tout petit pied sous cet aspect-là des choses. Ça reste entièrement à construire, cette affaire d'assurance chômage européenne. Mais c'est vrai qu'il faudrait profiter, entre guillemets, de cette crise pour le faire avancer, ce dossier. Sur la politique industrielle et le soutien aux entreprises, est-il possible d'éviter de soutenir les entreprises qui refusent de payer leurs dividendes, donc qui refusent de ne pas payer les dividendes des actionnaires pour 2019-2020? Même question pour les entreprises qui soustraient donc leurs bénéfices au fisc. On a une autre question qui pose la question du soutien des entreprises pétrolières qui sont face à un cours du pétrole instable, et puis une autre question sur un plan d'investissement industriel de 2000 milliards comme aux États-Unis. Est-ce qu'on peut envisager cela au niveau européen? Donc voilà, une série de questions sur le soutien aux entreprises au niveau national et européen. Sur les dividendes, oui, je crois que dans le contexte actuel, en tout cas pour les entreprises d'une certaine taille, donc dans une PME où le patron est propriétaire, il peut arriver que ces revenus se les versent de manière privilégiée sous forme de dividendes. Donc là, ça pourrait éventuellement être problématique, mais c'est vrai que dans le contexte d'aujourd'hui, l'idée d'interdire le versement de dividendes fait du sens. Alors, ce que répondent les entreprises, c'est qu'il s'agit souvent des dividendes associés aux bénéfices de l'année dernière et que ce n'est que cette année que les bénéfices vont fondre. Et donc, ce serait logique qu'il y ait des dividendes sur les bénéfices de l'an dernier et qu'il n'y en ait pas sur ceux de cette année. Mais c'est vrai que dans le contexte d'aujourd'hui, mettre de l'argent public en jeu, et on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'argent public potentiellement qui est en jeu pour des entreprises qui verseraient des dividendes, c'est évidemment très choquant. Et je crois qu'il serait légitime, non pas de faire appel au bon vouloir des entreprises dans ces domaines, mais d'avoir des conditionnalités strictes et précises. Sur soustraire de l'argent au fisc, c'est une question difficile. Parce que il y a des questions, enfin, on peut afficher des choses, mais après, pour les mettre en œuvre de manière effective, c'est beaucoup plus compliqué. Donc dire on n'aidera pas des entreprises qui sont basées dans des paradis fiscaux, enfin dont les maisons mères sont basées dans des paradis fiscaux, ok. La question qui se pose, c'est quelle est la liste des paradis fiscaux en question? Est-ce qu'on considère que les Pays-Bas sont un paradis fiscal? Est-ce qu'on considère que l'Irlande est un paradis fiscal? Ça devient souvent assez compliqué, en particulier en Europe et au sein de l'Europe. Et après, comment est-ce qu'on contrôle le fait que les entreprises n'évacuent pas de l'argent vers les paradis fiscaux? Il faut trouver effectivement des mesures qui permettent d'éviter ça, de conditionner les aides qu'on apporte sur ces questions-là. Mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Et en tout cas, il ne faut pas se contenter de mesures d'affichage dans ces domaines-là. Alors, soutenir le pétrole, oui, donc la question du prix du pétrole pose des sujets très vastes. Donc, il y a d'une part soutenir les entreprises qui dépendent du pétrole, soutenir l'automobile, soutenir l'aviation, soutenir Air France, soutenir Airbus, etc., etc. Donc, soutenir les entreprises qui sont responsables, enfin, dont les activités sont responsables du changement climatique et donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Donc là, il y a toute une question de conditionnalité des aides, mais je pense que Gabriel voudra revenir là-dessus. Je pense que les conditionnalités environnementales en particulier sont très importantes. Alors après, plan d'investissement de 2000 milliards, oui, mais là aussi, il faut se méfier des questions d'affichage. C'est-à-dire que la question qui se pose, ça doit être le cas aussi enfin, de ce qui est fait aux États-Unis, mais c'est qu'il ne faut pas qu'on nous refile un plan Juncker bis. Donc le plan Juncker, c'était un plan qui disait on va investir beaucoup en Europe, mais dont on se rendait compte que derrière ça, il y avait très peu d'argent public
et beaucoup de ce que les financiers appellent de l'effet de levier. Donc très peu d'argent public était censé déclencher plein d'argent privé qui viendrait réaliser ces investissements. Le problème, c'est que si vous procédez comme ça, vous ne faites en gros que soutenir des investissements qui étaient eux-mêmes déjà mûrs, déjà capables de se financer à peu près tout seuls. Vous faites rien de ce qui est vraiment difficile à financer dans un contexte de marché pur. Donc la question qui se pose, et c'est en particulier la question qui se pose dans la construction du fonds de recovery, de rétablissement qui est en train de se discuter aujourd'hui en Europe, c'est quelle est la quantité d'argent public, de vrai argent public supplémentaire qu'on va mettre sur la table derrière. Si c'est un plan Juncker bis, on pourra afficher des milliers de milliards nominalement, mais ça aidera pas beaucoup en réalité par rapport à ce qui pourrait se faire, je dirais, tout seul. Ça dépendra vraiment de la quantité d'argent public qu'on mettra dedans. Et après, oui, la question de savoir si, enfin, la question de l'orientation et de l'orientation environnementale en particulier de cet argent public sera très observée de manière très précise. Bon, c'est des questions qui sont très difficiles. Hein. On peut pas dire on va profiter de la crise pour enterrer l'industrie automobile. De toute façon, on voulait s'en débarrasser. Ça reste quand même des millions d'emplois en Europe, en France aujourd'hui. Donc, il faut un discours forcément nuancé là-dessus. Il faudra forcément soutenir des entreprises qui sont pas forcément environnementalement correctes. Il faudra forcément les aider puissamment pour accélérer quand même leur conversion malgré les difficultés actuelles. Mais ça va effectivement nécessiter beaucoup d'argent public aussi. La transition écologique, repenser la richesse et les indicateurs de richesse, préparer une transition qui permette de changer de modèle économique pour lutter contre le réchauffement climatique de manière plus ambitieuse. Gabriel, est-ce que tu veux répondre sur ces types de questions, sur en effet la conditionnalité aussi la conditionnalité environnementale à la relance économique? Oui, merci Cécilia. Effectivement, la question de la conditionnalité, elle est essentielle. Je vais rebondir tout de suite sur ce que disait Guillaume et puis je parlerai un petit peu des dividendes ensuite. Sur la question de la conditionnalité, effectivement, comme le disait Guillaume, on ne va pas pouvoir laisser tomber du jour au lendemain certains pans de notre industrie. Pour autant, entre laisser tomber une part de l'industrie et encourager sa conversion écologique, il y a une marge dont on peut se saisir. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on a une partie de l'industrie et des énergies qui sont probablement à laisser complètement tomber à moyen terme, à savoir les énergies fossiles. Ce serait très difficile d'encourager directement le financement des énergies fossiles. Et d'ailleurs, au niveau européen, on voit que tous les débats sur le Green New Deal tendent à exclure les énergies fossiles de tous les dispositifs de transition. Donc, on a vraiment une priorité sur le fait de diminuer les investissements dans ces énergies fossiles qui sont responsables à l'échelle de la planète de 80% des gaz à effet de serre. Mais donc on a ces énergies fossiles et puis on a tout un tas de secteurs à côté qui sont des secteurs qui sont ni vraiment complètement propres ni vraiment complètement sales, mais qui sont des secteurs essentiels. On peut penser au logement, on peut penser au transport. Donc, il y a la question de la transition du secteur de l'automobile, mais aussi du ferroviaire. Et pour tous ces secteurs qui existeront tant que l'espèce humaine existera, il faudra bien réussir à engager cette transition. Et c'est là que la conditionnalité des aides publiques peut être très utile. Et donc là, je vais revenir sur ce qui s'est passé récemment au Parlement. Le gouvernement avait annoncé que justement il n'y aurait pas d'aide sans contrepartie écologique. Et donc ils ont dit ça un jour et puis le lendemain un projet est passé au Parlement. Et en réalité, il n'y avait pas du tout cette conditionnalité qui a été réintroduite par amendement par Mathieu Orphelin, donc un député ex-LREM, et qui a été soutenu par les socialistes sur ce point-là, pour obliger les entreprises qui bénéficieraient d'aides publiques à réduire leur empreinte écologique. Donc il ne s'agit pas
d'abandonner leur activité, il s'agit de réduire leur empreinte écologique. Et donc, concrètement, comment ça peut se passer ? Aujourd'hui, ces grandes entreprises, elles ont une obligation qui est une obligation européenne de publier l'impact. Donc, c'est une directive qui s'appelle la directive NFRD qui les oblige à publier un certain nombre d'informations qu'on appelle les informations non financières sur notamment leur impact sur l'environnement. Et donc, l'idée qui a été portée par les députés et sénateurs socialistes, c'était de dire ces grandes entreprises-là qui bénéficient d'aides d'État, elles devront réduire cette empreinte écologique et donc on pourra mesurer la réduction de cette empreinte écologique dans les informations non financières qui sont publiées chaque année. Donc ça pouvait être par exemple réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça pouvait être réduire l'impact sur la biodiversité. Et donc cette proposition-là a été rejetée par le gouvernement. Donc il y a 20 milliards d'aides publiques aux grandes entreprises qui ont été accordées de manière complètement inconditionnelle. Ce qui est absolument scandaleux et puis surtout qui montre une nouvelle fois que l'écart entre le discours et les actes est vraiment énorme, puisqu'on se souvient du discours d'Emmanuel Macron qui s'est adressé à nous en disant le monde d'après, ce ne sera pas le monde d'avant. Mais en réalité, le monde d'après qui se prépare pour le moment, c'est exactement le monde d'avant, en pire, puisqu'on aura de gros problèmes sociaux. Et le lien entre coronavirus et réponse à la crise écologique et la nécessité donc de conditionner à la réduction de l'empreinte écologique ces aides de grandes entreprises, il vient notamment du fait qu'on a de nombreux experts aujourd'hui des questions environnementales qui nous disent que des virus bien plus graves, bien plus virulents, qui se transmettront de manière plus importante que le Covid, pourraient être libérés avec la fonte du permafrost. Donc le permafrost, c'est cette couche glaciaire qui se situe en Sibérie et qui devrait, si elles font, libérer des agents pathogènes très dangereux. Ça, c'est une première cause de libération de virus. Et il y en a une deuxième qui est ce qu'on appelle les retombées zoonotiques. Ce sont des virus d'origine animale avec lesquels l'homme n'était pas en contact précédemment et avec lesquels il est désormais en contact de plus en plus du fait d'une exploitation croissante des terres, du fait de la déforestation, du fait de l'activité humaine qui l'amène à être de plus en plus en contact avec ces virus-là. Donc oui, il y a quand même un lien, même si ce virus-là n'est pas nécessairement d'origine directement écologique, il y a un lien entre la crise écologique, la nécessité de réduire, de lutter contre le changement climatique et la sécurité sanitaire de nos populations. Donc on continuera évidemment en tant que socialiste à porter cette idée de conditionnement des aides d'État à la réduction de l'empreinte écologique et sociale, et donc ça fait partie des premières propositions qui ont été élaborées. Je ne sais pas, Cécilia, si le document a circulé ou pas, le document qu'on a commencé à élaborer avec les premières propositions du PS. Si ce n'est pas encore le cas, ce sera le cas par la suite. Donc ça fait bien partie des propositions qu'on portera. Juste un mot rapide sur les dividendes. J'ai vu que Luc avait posé la question parce qu'il me semble qu'au Danemark, il n'y a pas eu d'aide d'État pour les entreprises qui versent des dividendes et celles qui ont recours aux paradis fiscaux. Ça aussi, au départ, ça faisait partie des annonces du gouvernement qui n'ont pas été respectées puisque les grandes entreprises ont continué à verser des dividendes. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que les superviseurs européens, donc notamment la Banque de France où je travaille, ont émis des recommandations ou même plutôt des incitations très fortes pour ne pas que les entreprises du secteur financier émettent de dividendes, et donc ce à la fois dans le secteur bancaire et le secteur des assurances, ce qui a plutôt marché. Donc ce n'était pas une interdiction pure et simple, donc certaines entreprises en ont quand même versé, mais typiquement au niveau des assurances, il y a 90% des assureurs européens qui ont joué le jeu et n'ont pas versé de dividendes pour les années 2019, donc la partie des dividendes qui restait à verser, et les années 2020 qui ont renoncé à verser ces dividendes. Donc il y a quand même eu une action, mais qui vient en réalité des superviseurs financiers et qui ne vient pas de l'État et du gouvernement.
Merci beaucoup, Gabriel. Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose sur la question de la transition écologique? Oui, très probablement avec une hausse très forte de la dette publique des États dans toute l'Europe et en France en particulier. Donc, il faut pas rêver de trop sur le monde d'après, hein. Donc, ça risque d'être un monde très compliqué où il faudra faire des choix très contraints en matière de politique publique et où le discours dominant de la droite, mais peut-être pas seulement, risque d'être oui, mais attention, on a tellement de dettes publiques que il y a des tas de choses qu'on peut plus faire et qu'il faudra et qu'on voudrait faire mais qu'on fera pas. C'est un très gros risque sur le plan de la transition énergétique. J'attire votre attention sur le fait que une des conséquences les plus désastreuses qu'a eu l'austérité que s'est imposée l'Europe après 2010, c'est de faire chuter les dépenses en Europe pour le déploiement des énergies renouvelables en particulier. On a dépensé en 2018 2 fois moins d'argent en Europe pour déployer les énergies renouvelables qu'on en avait dépensé en 2010. On était les champions du monde au début des années 2000 dans tous ces domaines-là. Aujourd'hui, on est à la ramasse, non seulement sur la Chine, qui a fait beaucoup d'efforts entre-temps, mais aussi même sur les États-Unis désormais, dans ces domaines-là, du fait des politiques d'austérité qu'on a menées. Donc le risque que ça recommence et que ça s'amplifie même après cette crise-là est très fort. Or, sur ces questions de transition énergétique, l'Europe est dans une situation très particulière par rapport au reste du monde. Comme on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, on est aussi celle qui a le plus épuisé sur son propre territoire les énergies fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole. Si on n'est pas capable de se passer de gaz, de pétrole, de charbon très rapidement, non seulement ce sera très mauvais pour le climat et pour nos petits-enfants, mais ce sera aussi très mauvais pour nos modèles sociaux. On ne pourra pas les maintenir parce qu'il faudra donner de plus en plus d'argent à Vladimir Poutine ou à Mohamed Ben Salman pour payer le gaz et le pétrole dont on continuera à avoir besoin. Donc c'est une question vraiment déterminante à faire tout de suite. Ça pose une question difficile dans le contexte d'aujourd'hui supplémentaire, qui est celui de la taxe carbone. Une des conséquences de la crise aujourd'hui, c'est une chute très forte des prix du pétrole. Ils sont descendus parfois même en terrain négatif les derniers jours, mais ils sont descendus aux alentours de 20-25 dollars le baril contre 50-70 avant la crise et contre 100 et plus dans les années précédentes. Il y a des raisons de penser que ça va rester à des niveaux relativement bas, même si l'économie repart. Donc, dans un contexte comme celui-là, se repose la question de la taxe carbone. On ne pourra pas faire de transition énergétique si les prix des énergies fossiles restent aussi bas. On ne pourra pas justifier aucun investissement, ni pour isoler les bâtiments, ni pour remplacer les bagnoles, etc., etc., dans un contexte où l'essence, le gaz, le pétrole resteraient aussi bas. Donc, il faudra réaugmenter la taxe carbone, reprendre la trajectoire de hausse de la taxe carbone qui a été interrompue en France, vous le savez, suite au mouvement des Gilets jaunes. Donc, il s'agit de savoir dans quelles conditions on peut le reprendre et quelles mesures d'accompagnement on met cette fois au lieu de se servir de ces rentrées pour compenser la suppression de l'ISF et la baisse de l'impôt sur les revenus du capital. Donc évidemment, il s'agit d'intégrer ça dans une politique fiscale où on rétablisse la progressivité de l'impôt sur le revenu, où on rétablisse l'imposition des patrimoines après la crise. Merci beaucoup. Je vais vous demander de conclure avec un petit mot peut-être pour cette série de questions qu'on a eues, très intéressantes sur la question de la relance par la demande, des effets sur l'inflation et d'une hausse des salaires dont on sait que la part dans le PIB ne cesse de baisser, avec en arrière-plan la question évidemment que vous avez déjà abordée sur la solidarité internationale avec les pays du Sud dans le monde d'après. Je vous laisse conclure tous les deux. Oui, merci Cécilia. En réalité, on avait commencé à aborder grâce aux questions la troisième partie sur le monde d'après. Effectivement, il y aurait énormément de choses à dire. Sur la question des salaires, ça fait partie des sujets sur lesquels on constate une forme un peu d'unanimisme, en tout cas de façade au sein de la classe politique,
comme d'ailleurs sur la question de la transition écologique, où dans le discours, tout le monde estime que oui, bien sûr, le monde d'avant ne sera pas le monde d'après, il y a aussi cette question des salaires, et notamment des salaires du personnel soignant, des salaires des autres professions qui sont très exposées avec la crise, donc que ce soit les caissières, le personnel des EHPAD, mais aussi les livreurs. Enfin, il y a tout un discours sur la nécessité de revaloriser ces salaires-là. En réalité, moi, j'ai entendu de la part du gouvernement qu'ils étaient prêts à verser des primes. Je crois que ce n'est pas du tout à la hauteur des revendications et du travail qui a été fourni pendant cette crise, parce que ce que révèle cette crise, en fait, c'est une forme de déconnexion entre l'échelle des rémunérations actuelles, et donc ces métiers-là qui sont souvent payés au SMIC, et l'utilité sociale des métiers, parce qu'aujourd'hui, si le pays continue à tourner, c'est grâce à ces métiers-là. Donc évidemment, ça fait partie des propositions qu'on porte, de revaloriser ces salaires. Alors comment ? Il y a la question évidemment de la fonction publique d'État, donc pour les fonctionnaires c'est plus simple puisque les salaires peuvent être augmentés sur décision de l'État employeur. Pour les autres professions et le privé, il faudra engager des négociations salariales. Pour tout vous dire, j'y crois assez peu avec ce gouvernement-là, mais évidemment ça fera partie des choses qu'il faudra porter. Et comme le disait Cécilia à juste titre, il y a un lien direct avec la relance par la demande, parce qu'en réalité, depuis déjà 2018, même 2017, fin 2017, on a un défaut de demande dans l'Union européenne qui avait d'ailleurs été souligné par la Commission européenne dès octobre 2017. Et l'avantage économique direct de relancer par les petits salaires, c'est le fait que c'est un argent qui est dépensé. C'est un argent qui est dépensé, c'est un argent qui n'est pas épargné, donc qui est directement remis en circulation dans l'économie. Donc à la fois d'un point de vue politique, moral, mais aussi d'un point de vue d'un point de vue économique. En termes de PIB, c'est effectivement une proposition essentielle que de relancer ces petits salaires. Et j'en profite pour souligner que les socialistes ont travaillé à des propositions de manière plus générale pour encourager une revalorisation des salaires qui passerait par une présence plus importante des salariés dans les conseils d'administration. Donc c'est notamment Boris Vallaud, Dominique Potier qui ont travaillé à l'Assemblée sur ces sujets-là. L'idée de revoir la gouvernance d'entreprise en permettant à des salariés d'être présents dans les conseils d'administration permettrait d'avoir un impact continu, un impact important sur la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail. Et donc ça fait partie des solutions un peu structurelles qu'on doit porter pour le monde d'après et un modèle économique différent. Voilà sur les salaires. Alors, du coup, je vais conclure en fait, et je repasserai la parole à Guillaume. Je crois que cette crise, on assiste, donc comme je le disais dans le discours, à une forme d'unanimisme et le retour d'un certain nombre de thématiques dans le débat public. Donc, on a parlé de cette question des salaires, il y a la question de la transition écologique, mais un autre thème frappant qu'on n'a pas encore abordé, c'est la question de la relocalisation d'entreprises stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, il paraît complètement absurde de ne pas avoir suffisamment de masques, de ne pas avoir suffisamment de tests pour tester la population massivement et lutter contre le virus. Et en fait, on a tous découvert ou au moins redécouvert de manière un peu brutale que donc la France n'est plus du tout indépendante pour ce qui est de sa politique sanitaire. Et donc, encore une fois, dans le discours, on entend beaucoup relocalisation d'entreprises stratégiques. La question ensuite, c'est comment. Aujourd'hui, plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont annoncé unilatéralement qu'ils relocaliseraient certaines de leurs productions, notamment sur les principes actifs des médicaments pour lesquels aujourd'hui on dépend à 80% de l'Inde et de la Chine. Je pense que là aussi, la gauche a une opportunité de porter de manière plus générale le retour de la puissance publique et de l'État régulateur dans l'économie. Comment, par exemple, via des prises de participation, parce qu'aujourd'hui, l'État, s'il n'est pas actionnaire, a assez peu, et même quasiment aucun droit de regard sur la localisation et le lieu de production. Parce qu'on est dans un contexte, comme vous savez, où les capitaux, les biens et les services circulent librement. Et donc, si une entreprise veut aller s'établir à l'étranger, c'est très difficile de l'en empêcher. En revanche, si l'État est actionnaire,
et notamment depuis le système des droits de vote double qui permet aux actionnaires qui sont là depuis plus de 2 ans, et notamment l'État, de bénéficier de droits de vote double au sein de cette entreprise, c'est un moyen d'agir sur la localisation, sur les décisions de production, sur bien sûr la conversion écologique de ces entreprises. Donc je crois qu'il faut complètement renouer avec cette doctrine de l'État actionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des participations partout de manière aveugle, ça ne veut pas dire qu'il faut nationaliser à 100%, mais évidemment c'est un moyen d'avoir un poids sur les décisions stratégiques des entreprises. Et donc voilà, après c'est assez cohérent avec ce qu'on porte depuis des années, et puis notre combat contre la privatisation d'ADP, les différents combats qu'on a pu mener récemment et qui de fait sont gagnés provisoirement puisque le gouvernement semble avoir renoncé pour le moment à privatiser ADP. Donc voilà, pour conclure, je pense que c'est une crise qui remet au cœur du débat public la question du rôle de l'État dans l'économie, la question de la redistribution, et qui sont des thématiques qui sont portées par les socialistes et par la gauche de manière générale. Donc il faut qu'on réussisse maintenant à les porter collectivement pour essayer d'aller au-delà du discours de ce gouvernement qui, à ce stade, se paye surtout de mots. Donc je vais enchaîner peut-être en démarrant sur la question des pays du Sud. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé jusque-là, alors que c'est un problème majeur. C'est déjà un problème majeur. Ça risque de l'être de plus en plus dans les semaines qui viennent. Donc, quand des pays du Sud confinent, enfin, ont des politiques de confinement analogues aux nôtres pour faire face à la pandémie, ça a des conséquences évidemment beaucoup plus dramatiques dans un contexte où les systèmes sociaux n'existent pas ou ne sont pas aussi développés que chez nous, et où la garantie des revenus en particulier n'est pas assurée, etc. Donc, ça met des pays dans des situations difficiles, et d'autant plus que toute la période récente s'est accompagnée aussi d'une baisse très forte des prix des matières premières. Vous avez évoqué le pétrole, mais ça concerne les autres matières premières, ce qui met aussi en difficulté beaucoup de pays du Sud qui comptent sur ce type d'exportation pour financer leurs dépenses et leurs dépenses publiques en particulier. Donc il y a une situation très difficile à la fois des pays du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne. Le fait que nous-mêmes soyons dans une situation très difficile, ça fait qu'on a du mal, et on aura du mal sans doute à les aider de manière significative au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on n'en est pas capable, là, il y a des enjeux très importants pour le futur dans nos relations avec ces pays-là qui vont se jouer au cours des prochaines semaines. Bien qu'on soit dans une situation très difficile nous-mêmes, il va falloir réussir à trouver les moyens de les aider de façon significative quand même s'ils en ont besoin. Deuxième point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est sur la question de l'inflation. Oui, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'inflation parce qu'il y a eu des baisses de prix de l'énergie en particulier qui a compensé d'autres hausses. Mais oui, les prix de beaucoup de biens alimentaires ont déjà augmenté, vont augmenter. Oui, beaucoup de biens manufacturés vont augmenter parce que les gestes barrières freinent la productivité, parce qu'il y a une désorganisation des chaînes d'approvisionnement, etc. Donc le risque qu'il y ait un peu d'inflation dans les mois qui viennent me paraît tout à fait sérieux. Et le problème que ça risque de poser, c'est notamment vis-à-vis de la politique de la BCE. Donc ça risque de contrarier le fait que la BCE continue à avoir une politique très accommodante sur le plan monétaire. Donc là, il va falloir faire attention à ce qui se passe et aux réponses politiques qu'on a données, parce que cette politique monétaire est absolument indispensable aujourd'hui, d'autant plus que sur le plan budgétaire, on n'a pas vraiment pris le relais. Enfin, un dernier mot de conclusion plus générale. Comme vous l'avez compris, je suis pas très optimiste pour le monde d'après. Je pense que les risques sont plus importants enfin, il y a des opportunités bien sûr, mais dans l'immédiat, les risques sont beaucoup plus importants. Qu'on nous impose à nouveau des politiques d'austérité, que ça favorise à nouveau le repli national, les politiques nationalistes. Je pense que ce serait un très gros risque. On a plus que jamais besoin de politique de coordination internationale, de coopération internationale, d'abord pour faire face à des pandémies de ce type, mais aussi pour résoudre tous les problèmes de la planète et notamment les crises écologiques multiples et très graves auxquelles on est soumis. Donc il faudra se battre contre le nationalisme, contre l'austérité bien sûr, mais aussi contre le nationalisme, contre la tentation du repli national que parfois je trouve très relayé en France, aujourd'hui presque devenu mainstream,
dirais, y compris au sein de morceaux très significatifs de la gauche, avec en particulier dans le contexte actuel un Europe bashing qui me paraît excessif et trop facile. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Gabriel pour tous vos éclairages. Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions qui soulevaient évidemment la problématique nord-sud qui mériterait un débat, je dirais, séparé et dédié pour bien réfléchir à tous les déséquilibres structurels qu'on a à la fois au niveau européen, hein, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, mais qu'on retrouve avec une ampleur plus importante encore entre les pays du Nord qui sont bientôt rejoints par la Chine finalement dans les dynamiques notamment de règlement de la dette, etc. Et les pays du Sud qui continuent à avoir des déficits structurels importants vis-à-vis du Nord et à être en effet enchaînés à ces déséquilibres et aux politiques d'austérité imposées par le Nord et en particulier par le FMI. Je pense qu'on pourrait travailler éventuellement avec la Fédération de Paris à un autre débat dédié à ces dynamiques-là. Un grand merci à tous, un merci aux militants de s'être connectés le samedi après-midi. Désolée si on a obligé les militants de Paris qui ont l'habitude de se connecter le soir. Mais en fait, 14 heures, c'est le seul moment pour notre Fédération des Français de l'étranger où on arrive à avoir les Américains qui se lèvent très tôt et nos camarades d'Asie qui, du coup, se couchent très tard. C'est le seul fuseau horaire qui permet de rassembler tout le monde. Ouais, bon, en tout cas c'était un plaisir. Et puis, je pense que la proposition que tu fais sur les problématiques Nord-Sud permettront de réengager d'autres débats et de réunir tous ces camarades du monde entier autour des débats socialistes que nous avons ici pour continuer la réflexion et à penser le monde d'après. Donc, merci à toi, merci à la Fédération des Français de l'étranger, merci à tous les camarades de la Fédération de Paris et de partout dans le monde qui ont suivi cette conférence connectée. On n'a pas pu répondre à toutes les questions ni les soumettre toutes à Gabriel et Guillaume, mais je pense qu'on aura l'occasion de les revoir très prochainement pour continuer ces échanges et approfondir la réflexion. Donc, merci à toi, Cécilia, merci Gabriel, merci Guillaume, et puis au plaisir de vous revoir très vite physiquement, j'espère, à la fin de ce confinement et pouvoir continuer nos réflexions dans la camaraderie et la convivialité.